Merci à vous tous qui nous suivez sur Média TV Afrique et bienvenue dans le Talk. Quel système d'information policière en Afrique de l'Ouest pour une meilleure protection de nos frontières contre le grand banditisme, en l'occurrence le terrorisme? La question était au cœur d'une rencontre qui avait pour capitale Abidjan. Il s'agissait en effet pour la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest de mettre en place une plateforme régionale de partage d'informations. Et pour décrypter ce thème, avec moi deux invités, il s'agit dans un premier temps du docteur Blé Hyacinthe Digbebi, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et le professeur Mamoudou Meïté, spécialiste des questions sécuritaires, nous a également rejoint sur ce plateau. Professeur, merci de nous faire l'aimabilité de votre présence sur ce plateau. Merci, Monsieur Kouné. Alors, une question pour deux, chers messieurs. Aujourd'hui, quel est le degré de vulnérabilité de l'Afrique de l'Ouest face au phénomène du terrorisme à nos frontières? Je commence par le professeur Meïté. Merci, Monsieur Kouné. L'Afrique est poreuse en matière de sécurité par rapport au terrorisme. Notamment l'Afrique de l'Ouest, tant au niveau de la compréhension du phénomène, parce que le terroriste contemporain est un terroriste qui se sert de la religion. Puis ses fondements dans la religion, donc il faut comprendre les motivations et les idéologies du phénomène. Deuxièmement, au niveau sécuritaire, il faut dire que nous ne sommes pas totalement outillés, même les puissances occidentales qui sont outillées sont souvent frappées par ce phénomène. Et troisièmement, nous n'avons pas une dextérité, je parle de nos gouvernants, dans les décisions politiques, dans les décisions géopolitiques, dans les décisions géostratégiques. Et souvent, ce sont des décisions qui nous tombent, qui ont des conséquences. Par exemple, l'attentat de Grand Bassam du 13 mars 2016, c'est une décision lacunaire qui a exposé notre pays. Donc le phénomène va au-delà de l'aspect sécuritaire, de l'aspect militaire. Très bien. Ouais. Alors, docteur Blé Hyacinthe, réaction sur la même question. Oui. Le degré de vulnérabilité de nos pays aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Je vous remercie. Je pense qu'à ce niveau-là, comme l'a dit le professeur, il faut partir du fait que nos frontières sont poreuses. Mais cela puise donc son essence même dans la non-solidarité au niveau des différentes frontières. Les armées n'échangent pas beaucoup les informations. Dieu merci, il y a des formations qui se font, celle même qui se tient actuellement à Bassam, à Ran Hotel, pour essayer d'amener nos militaires, les différentes armées, à comprendre que la sécurité passe avant tout. Et donc, il faut attirer leur attention, il faut les former, il faut essayer d'échanger les informations. Ne serait-ce que par ces échanges-là, on pourra quand même canaliser, parce qu'on ne peut pas éradiquer le phénomène en réalité, parce que nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez de dextérité, mais nous pensons qu'avec ces échanges-là, on peut quand même arriver à faire quelque chose à ce niveau-là. Alors justement, une réunion des chefs de service de sécurité s'est tenue à Abidjan dans le cadre du projet WAPIS CIPAO. Le résumé de la rencontre avec Hippolyte Dié et Ferdinand Kouakou. Les services de sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veulent renforcer davantage le partage d'informations dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. C'est dans ce cadre que se tient depuis ce lundi à Abidjan une réunion des experts des questions de sécurité et de la mise en œuvre du système d'information des polices d'Afrique de l'Ouest. Cette réunion d'échange des chefs de police ouest-africaine est une opportunité majeure par rapport au contexte sécuritaire actuel. C'est un système qui va permettre à toutes nos forces d'échanger des informations sécuritaires, de briser les barrières entre nos unités, de partager les informations sécuritaires entre nos États. Vous savez, aujourd'hui, nos pays n'ont pas de frontières en tant que telles. Elles existent, mais elles sont poreuses. Donc le programme CIPAO vient renforcer ce qui existe déjà.
Le programme WAPI-CIPAO est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Interpol sous l'égide de la CEDEAO. Pour le vice-président ivoirien, cette initiative va permettre de lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Ce programme est d'une importance éminemment stratégique dans le partage des informations en vue d'une plus grande efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Je saisis cette occasion, messieurs les ministres, mesdames et messieurs les hauts responsables en charge des questions de sécurité, pour vous adresser nos félicitations et nos encouragements pour tous les efforts que vous ne cessez de déployer sous la haute égide de nos chefs d'État et de gouvernement pour assurer la paix et la sécurité dans notre espace communautaire. Sur la base des résultats obtenus depuis 2012, l'Union européenne a décidé de financer une troisième phase du programme pour 5 années supplémentaires, de 2017 à 2022. Cette phase consiste à déployer le système CIPAO au niveau national, dans le soutien opérationnel et technique, ainsi que des sessions de formation appropriées. Alors, chers invités, vous venez de suivre ce reportage. Dites-nous en quoi le programme WAPI-CIPAO lancé à Abidjan pourrait être perçu comme un instrument pour renforcer la sécurité et surtout accélérer l'intégration sécuritaire à nos frontières. Je commence avec le docteur Blé. Merci. Je pense que d'abord, il faut sortir de ce carcan théorique. Théorique parce qu'il faut essayer de mettre en pratique les décisions prises. Et quand on met les décisions en pratique, il faut aussi créer un comité de suivi et évaluation. Parce qu'on va beau financer des secteurs de sécurité, mais tant qu'il n'y a pas eu cette volonté politique de mettre en place une structure qui peut suivre et évaluer, faire un bilan à la fin. Parce qu'il faut mettre un laps de temps aussi. Il faut mettre un laps de temps et puis après faire un bilan pour évaluer ce qui s'est passé. Donc je pense que c'est bienvenu. Il faut soutenir cette politique-là, de sorte que on essaie de scruter dans ce sens pour pouvoir barrer un tant soit peu comment on appelle, le niveau du terrorisme qui ne fait qu'accroître. Alors, professeur, le vice-président ivoirien, il a dit dans l'élément qu'on vient de voir, ce programme sera d'une importance capitale s'il était mis en place. Selon vous, que faut-il exactement pour qu'il soit véritablement mis en œuvre? Mais il faut d'abord saluer cette initiative, il faut la féliciter, il faut l'encourager. C'est une initiative qui a beaucoup d'intérêt à mon avis. L'intérêt sécuritaire lui-même. Et cet intérêt sécuritaire a beaucoup d'avantages. Un avantage préventif. Parce que si c'est opérationnel et fonctionnel, ça va prévenir les criminalités. Oui. Ça va prévenir les criminalités. Et il y a un intérêt aussi dissuasif du point de vue sécuritaire. Il y a un avantage opérationnel de manière prompte, c'est-à-dire quand il y aura des actes criminels, on peut réagir promptement. Et un autre intérêt pour cette rencontre, ce système d'information policière, un autre intérêt, c'est la stabilité relative. La stabilité de nos États. De nos États. Oui. Voilà, je dis relative parce que la stabilité ne dépend pas que des crimes. Il y a d'autres facteurs. Cela va induire, cette stabilité va induire un autre intérêt, c'est-à-dire l'intérêt économique. Parce que quand il y a l'insécurité, la production même diminue. Parce que le temps de production diminue. Les gens ont peur de se rendre au travail, peut-être c'est à 10 heures, dire ah, je ne peux pas sortir très tôt. À cause de la peur. Voilà, la peur aussi de rentrer très tôt. Donc le temps de production. Or, quand il y a la sécurité, la stabilité, mais la production peut être 24 heures sur 24 heures avec des équipes de relais. Les gens ont le temps de vaquer à leurs occupations. D'évacuer à leurs occupations également. Oui. La consolidation, un autre intérêt, c'est la consolidation de l'intégration sous-régionale et internationale. On a créé des entités aujourd'hui, territoriales, la CEDEAO, politique, mais il y a un problème d'intégration. Donc, si l'appareil policier, l'appareil judiciaire se développe,
ça va créer une intégration. Et maintenant, un autre aspect, c'est l'adhésivité psychosociologique entre les populations des différents États. L'adhésivité psychosociologique, parce que lorsque des criminels qui sont bien connus dans un État, dans un pays A, et qui viennent opérer dans un pays B, et qui retournent en toute quiétude dans le pays A, le pays d'origine, oui. Alors, donc, il y a des préconceptions, des clichés, des mauvais clichés qui se développent à tort ou à raison, et cela développe de l'inimitié, de la haine et de l'animosité, et pour la moindre chose, on voit qu'il y a des violences qui peuvent... Ce sont des choses qu'il faut tuer dans l'œuf. Qu'il faut tuer dans l'œuf. Très bien. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer, qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager. Et comme le disait tout à l'heure le docteur, il faut que ça soit opérationnel, il faut que ça soit fonctionnel, et il faudrait qu'il y ait un suivi. Et je vous le disais que l'aspect sécuritaire, surtout quand il s'agit de terrorisme, ah non, ce n'est pas que militaire. Il faut associer des think tanks, il faut associer des brain trusts qui sont spécialistes de certains domaines pour mieux comprendre le phénomène. Très bien. Voilà. Professeur, alors docteur, parlons à présent des enjeux de ce programme. Comment pourra se faire sa mise en œuvre dans les 15 pays de la CEDEAO quand on sait que le degré d'insécurité n'est pas le même en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin ou au Niger? D'abord, il faut essayer d'analyser chaque cas. Parce que pour quand même remédier à quelque chose, il faut savoir d'où le phénomène vient, comment est-ce que le phénomène est mené. Et dans chaque cas, je crois, faire une fusion et réfléchir, mettre en place, comme on a déjà dit, la commission se met en place, il faut travailler en échange. Il faut échanger les informations. Ne serait-ce que par ces phénomènes-là qu'on peut arriver à barrer ce terrorisme qui véritablement nous endeuille chaque jour. Mais d'abord, il faudrait que, parce qu'il y a quand même les généraux des différents pays, devraient avoir quand même des réunions ordinaires, à mon sens. Devraient avoir des réunions ordinaires, de sorte que tout ce qui se fait dans chaque pays, on échange les informations. Quand on parle de transfrontalier, ça veut dire qu'il faut supprimer généralement les frontières. Il faut travailler en bonne intelligence. Tout à fait. Ouais, il faut échanger les informations. Il faut essayer d'apprendre comment est-ce que les autres, dans certains pays, comment est-ce que ça fonctionne normalement. Il faut faire des formations au niveau de nos forces de défense et de sécurité. Voilà. Il faut faire des formations. Et ces formations, je pense que c'est ces formations qui permettront de mettre en lien entre les civils et la population. Parce que si les civils et la population, le dialogue est rompu, on ne pourra jamais savoir comment est-ce qu'on peut dénoncer des terroristes ou bien on peut dénoncer les velléités de terrorisme. D'abord instaurer le dialogue entre les civils et les forces de défense et de sécurité pour pouvoir arriver à bout de ce phénomène. Le vice-président ivoirien, il a dit, la Côte d'Ivoire jouera pleinement sa participation dans l'élaboration de ce programme. Selon vous, comment cela peut se matérialiser? Au niveau de la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a déjà des prémices de formation. Il y a Conrad qui fait un travail merveilleux à ce niveau-là. Conrad, je crois, est en collaboration avec le ministère de Défense et de Sécurité, qui donc forme un tant soit peu nos autorités là. Donc nos autorités militaires, je vais dire. Donc ne serait-ce qu'avoir une formation de base, ne serait-ce que donner, comme on appelle, des moyens nécessaires à nos armées et essayer de faire des sensibilisations au niveau de la population. Il faut dire à la population que l'armée n'est pas là pour vous tuer, mais l'armée est là pour vous encadrer, l'armée est là pour assurer votre secours en cas de danger. Bien sûr. La preuve, quand il y a eu des choses, comme on appelle l'inondation, l'armée était là. L'armée a joué son rôle. C'est ce qu'on demande à notre armée. Donc je pense que c'est la volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire et je pense qu'elle a à saluer parce que l'État fait mains et pieds de sorte que cette armée-là retrouve le blason qui était véritablement le sien. Alors, professeur Meïté, la CEDEAO n'était pas seule au cours de cette rencontre. Elle a été accompagnée par des partenaires internationaux. Interpol a assuré ses partenaires ouest-africains de sa présence et de son soutien. À quoi faut-il s'attendre concrètement en allant au-delà du simple partage d'informations entre Interpol et les différents pays de la CEDEAO?
Ben, il faut s'attendre à des résultats quand des experts. Il faut échanger. Voilà. L'univers, tout est dans une complémentarité. Il y a une osmose, il y a une dialyse entre les éléments de la nature. Et donc, des structures comme Interpol ou bon, d'autres armées sont beaucoup plus spécialisées que les nôtres. Alors donc, en pareille circonstance, échanger, cela permet à nos armées d'avoir des expériences au niveau des renseignements, des expériences au niveau de l'identification, des expériences au niveau des surveillances scientifiques et technologiques, hein, et aussi au niveau des outils de communication, hein, des expériences au niveau même sécuritaire et militaire, hein, des expériences au niveau de la formation. Alors, pour revenir un peu sur ces échanges d'informations entre les différents pays de la CEDEAO et Interpol, est-ce qu'on ne peut pas un peu remettre ça en doute quand on sait que des mandats d'arrêt sont parfois émis entre pays tiers sans pourtant être exécutés? Oui, c'est tout un... L'intégration, comme je le dis, c'est un processus. C'est tout un processus et puis il y a plusieurs domaines. Et il faudrait que les États, les gouvernants, il faudrait que les structures que nous mettions en place soient fonctionnelles et opérationnelles si nous voulons avoir les résultats escomptés. Parce qu'un phénomène comme le terrorisme contemporain, c'est un phénomène qui est très dangereux. Et je le dis, j'ai dit, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas le supporter, nous, pays africains. Si ces terroristes déploient des modes opératoires, mais nous n'avons que des petits modes opératoires. Et souhaitons même pour ne pas que les grands modes opératoires, nous les subissons. L'Afrique ne peut pas, nous ne pouvons pas. Le spécialiste en terrorisme, sur les questions sécuritaires du terrorisme, c'est quel mode opératoire un terroriste peut adopter dans un tel pays ou dans un tel autre. Ça, nous le savons. Comme vous l'avez dit en introduction, en 2013, nous avons donné le mode opératoire d'un éventuel attentat en Côte d'Ivoire. Nous savons les arguments scientifiques sur lesquels nous nous sommes basés. Alors, nous avons dit que s'il doit y avoir un attentat en Côte d'Ivoire, le commando viendra de l'extérieur. Parce que nous savons que l'islam en Côte d'Ivoire, les musulmans n'ont pas encore atteint ce que j'appelle la conscience auto-sacrificielle. Ils n'ont pas encore atteint. Et nous savons que la stéréotypie donnée depuis fort longtemps, le nord musulman, le sud chrétien, est une fausse stéréotypie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve dans tous les pays de la CEDEAO, pratiquement. Voilà. Le nord musulman, le sud chrétien. Mais la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la vérité. Il y a plus de musulmans dans le sud que de chrétiens. Et le nord, plus d'animistes. Mais c'est maintenant qu'on assiste à un phénomène d'islamisation. Donc, le schéma du Nigeria, on ne pouvait pas l'avoir en Côte d'Ivoire. Donc ça aussi une chance pour nous. Sinon, un autre mode opératoire se serait déployé en Côte d'Ivoire depuis fort longtemps. Très bien. Alors, oui, allez-y, docteur B. Oui. Des échanges d'informations. Oui. Il y a une citation de Konrad Adenauer, le chancelier allemand, que j'aime beaucoup souvent. C'est seulement en parlant et en écoutant qu'on peut y arriver. Parler seulement ne suffit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut véritablement échanger les informations. Il faut échanger les informations. Et quand on échange les informations, il ne faudrait pas... Parce que c'est délibérément, on a mis en place la plateforme. C'est délibérément. Donc je pense que chacun ne devrait pas fouler au pied les petits principes de, comment on appelle, de cette solidarité-là qui est naissante à mon sens. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Il faut véritablement une solidarité, mais cette solidarité doit être de mise. Très bien. Alors, au même moment, en Côte d'Ivoire, on parle de la baisse de l'indice de sécurité qui est passé de 3 à 1. L'information a été donnée il y a un mois lors d'un séminaire à Yamoussoukro par le directeur général de la police. Est-ce que c'est un argument qui a milité en faveur de la Côte d'Ivoire pour abriter cette rencontre de la CEDEAO sur le partage d'informations policières? Oui, il faut savoir que la Côte d'Ivoire vient de loin. C'est de ça qu'il s'agit d'abord. La Côte d'Ivoire vient de loin. Après la crise post-électorale, on a vu que tous les secteurs d'activité de la Côte d'Ivoire étaient au point mort. Donc il faut d'abord saluer l'État parce que l'État a vraiment œuvré
avec les organisations internationales, pour que cette sécurité-là soit quand même tolérable. Je pense que c'est vraiment un argument solide qui a donc mérité pour que la Côte d'Ivoire abrite, comme on appelle cette conférence-là. Donc aujourd'hui, effectivement, moi j'étais à Bouaké, juste après la crise, où j'ai bossé sur, comme on appelle, un projet de Konrad Adenauer, je crois, sur comment est-ce que l'État ivoirien a géré la séquence politique après la crise post-électorale. Mais à Bouaké, je me promenais la nuit pour même faire mes interviews, pour dire qu'effectivement, quand bien même qu'il y a des velléités d'insécurité de part et d'autre, oui. Mais sachant que nous venons de loin. Nous venons de loin et donc il faut saluer l'État de Côte d'Ivoire qui fait des efforts pour que cette sécurité-là s'améliore. Alors nous restons toujours dans notre volet sécuritaire. En Côte d'Ivoire, je rappelle qu'il y a eu la révision du fichier électoral, une révision du fichier électoral qui a été émaillée de violences. Professeur, selon vous, que faut-il tenir comme discours pour empêcher des violences pendant une simple opération d'enrôlement pour aller aux élections? J'ai dit, il m'arrive souvent de dire qu'il faut à la Côte d'Ivoire une iconoclasie politico-conceptionnelle ou conceptuelle. Cela veut dire quoi? Vous savez, la Côte d'Ivoire, depuis la mort du premier président, Félix Houphouët-Boigny, il y a eu un phénomène qui est né que j'appelle l'affirmation politico-identitaire et religieuse. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que chaque groupe social veut se servir soit de l'ethnie, de la région, de la religion, pour conquérir le pouvoir ou le conserver. Et cela a eu plusieurs manifestations. Cela a eu des manifestations par rapport à un coup d'État en 1999, par rapport à un contentieux électoral en 2000, par rapport à une crise socio-politico-militaire en 2002, hein, une qui a duré jusqu'en 2010-2011, et il y a eu une autre manifestation qui est la crise post-électorale de 2010-2011. Malheureusement, il y a des efforts qui sont faits, mais la réconciliation... Qui reste insuffisant, des efforts qui restent insuffisants. Très insuffisante, ça il faut le dire. La réconciliation, elle est très insuffisante. Mais un aspect intéressant, l'affirmation politico-identitaire et religieuse est en train de mourir. Parce que les gens comprennent que l'ethnie ne sert pas, la religion ne sert pas, et la région ne sert pas. C'est des individus qui gagnent une certaine notoriété, certaine aisance matérielle et financière, mais le clan, la religion, l'ethnie dont on s'est servi n'a pas bénéficié en réalité. Donc l'affirmation politico-identitaire est en train de disparaître. Mais la violence encore n'est pas encore sortie des consciences. Et donc on a la quête du pouvoir dans la violence n'est pas encore totalement extirpée de la conscience. Donc on voit une certaine crise qui se dessine depuis le second mandat entre même ceux que les groupements, la formation politique, le groupement politique qui a conquis le pouvoir en 2010. Il y a une crise politique qui se dessine. Il y a aussi une crise politique aussi entre les forces armées, voilà, qui ont participé à la quête aussi du pouvoir. Donc la violence est là. Et puis, il y a une jeunesse, elle n'est pas nombreuse, une jeunesse active qui doit son aisance matérielle, sa notoriété sociale, politique et même internationale aux moyens de la politique. Très bien. Et donc ceux-là ont une expression violente par endroits et par moments, mais nous disons que quand même, il y a beaucoup, la majorité, parce que les gens sont déçus aujourd'hui de la chose politique, et les taux de participation aux différentes élections le démontrent. Très bien. Alors, professeur, docteur Blé, pardon. Voilà. Docteur Blé, on va finir avec vous. Quel discours tenir pour empêcher ce genre de violence, toujours en tenant compte du facteur sécuritaire, pour terminer? Ok, merci bien. Moi, je pense qu'il faut d'abord dire que ces violences qui se passent actuellement, ce sont, je crois, la résultante de toutes les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Je crois qu'il y a un dialogue dessous
qui, à ma compréhension, hein, il y a un dialogue de sourds qui s'installe donc entre l'État, le gouvernement et l'opposition. Je pense que le contentieux, depuis la crise post-électorale, le contentieux n'a jamais été vidé. Et donc les gens sont restés sur leur position. Et voilà que le président de la CEI, aux sorties de la crise, est toujours contesté. On va aller très rapidement, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Oui, est toujours contesté. Oui. Mais pourquoi est-ce que l'État maintient ce président-là? Si tant est que l'État qui a mis des mécanismes en place pour que la réconciliation soit une réalité, pour que la réconciliation, on donne une chance à la réconciliation, je pense que l'État devrait revoir sa position au niveau même de la CEI d'abord avant de parler d'enrôlement. Merci. Merci beaucoup, Dr Blé Hyacinthe Digbegbi. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci d'avoir été avec nous. Professeur Mamoudou Meïté, vous êtes islamologue et spécialiste des questions sécuritaires. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Voilà qui referme ce numéro du Talk Afrique réalisé depuis Abidjan. Merci à vous tous qui nous suivez et à très bientôt sur la Panafricaine.